Écho. Deux invités pour vous, Sonia Mabrouk, ce matin. L'une est politologue, l'autre historien et essayiste. Pour moi et pour les auditeurs Mais bien surtout, sûr. bienvenue à vous sur Europe 1. Bonjour Chloé Morin. Bonjour. Et bonjour à vous Nicolas Bavrez. Bonjour. Si vous deviez résumer à quoi pourraient ressembler les 5 prochaines années pour Emmanuel Macron, et je dirais surtout ce matin pour la France, que diriez-vous Nicolas Bavrez? Écoutez, je crois que les choses sont extrêmement claires, c'est-à-dire que les Français ont adressé un message au président de la République selon lequel il fallait qu'il change cette fois-ci pour de bon sa méthode de gouvernement. Et donc, tout le problème qui va se poser, et pour savoir si cette assemblée, a priori ingouvernable, va tenir ou non 5 ans, c'est de savoir si le président de la République va entendre le message. Il en avait parlé, puisque après sa réélection, il avait indiqué qu'il y avait une nouvelle ère et qu'il allait changer, mais ses actes ont été en décalage complet avec ses mots. Et donc, les Français l'ont rappelé, j'allais dire, à son discours, et l'ont rappelé extrêmement sèchement. Donc, pour moi, il y a deux questions fondamentales. Est-ce qu'on rompt avec la technocratie et est-ce qu'on repasse avec un mode de gouvernement politique? Et compte tenu de la composition de cette Assemblée, je ne vois pas comment on peut faire en même temps, autrement. Et par ailleurs, est-ce que on sort du en même temps? Parce que la confusion, j'allais dire, la confusion du paysage politique est aujourd'hui la confusion qui s'est installée autour de cette affaire de en même temps. Pour être un peu, j'allais dire, pour simplifier, on a eu une non-campagne présidentielle, mais avec un premier tour plutôt à droite du président de la République et un deuxième tour plutôt à gauche. Ensuite, une nomination de Madame Borne plutôt à gauche, avec un premier tour de l'élection législative plutôt à gauche et un deuxième tour plutôt à droite. Et entre, on a un énorme vide de leadership, de projet et de stratégie. Et donc, c'est ce vide qu'il va falloir combler. Ça suppose pour le président de la République un examen de conscience sérieux et, j'allais dire, moi, je ne crois pas du tout que le pourrissement, il va être dramatique pour le pays, parce que ça veut dire une France paralysée, une France affaiblie, une France qui va se déliter. Et donc, si on veut échapper à ça, il n'y a qu'une manière de faire, c'est que le président de la République revienne cette fois-ci sérieusement sur le plan intérieur et qu'il reconfigure complètement et son équipe à l'Élysée et le gouvernement et qu'il redéfinisse une stratégie, qu'on sache enfin à quoi est censé servir ce second quinquennat. Mais le peut-il et le veut-il, Chloé Morin? Certains disent qu'Emmanuel Macron a perdu la main, la vista politique, celle que ses adversaires, même les plus farouches, admiraient il y a encore quelques semaines. Bref, qu'il faudrait qu'il réinvente toute cette grammaire politique, comme le dit ce matin Alexis Brézé dans Le Figaro. Le peut-il encore? Je pense que ce qui nous arrive dépasse largement le cas d'Emmanuel Macron. Si vous voulez, nous savions que les Français majoritairement ne souhaitaient pas lui donner de majorité et qu'il avait été élu sur la base d'un projet qui était flou, y compris aux yeux de ses propres électeurs. Mais si vous voulez, c'est aussi une erreur sans doute des observateurs que de ne pas avoir tiré le fil de ces données-là jusqu'au bout et mesurer qu'au fond, ce que nous retrouvons là, ça n'est rien d'autre que le premier tour de la présidentielle, avec notamment LFI, qui est un groupe extrêmement important, avec autour évidemment le reste de la gauche qui s'agrège, et puis le Rassemblement national qui est très fort. Au fond, si on veut être optimiste, en quelque sorte, l'Assemblée nationale telle qu'elle émerge aujourd'hui est beaucoup plus conforme à la réalité du paysage politique aujourd'hui et de ce que pensent les Français, y compris dans leur division. C'est le verre à moitié plein. Le verre à moitié vide, c'est qu'elle peut paraître ingouvernable, totalement incohérente et frondeuse. Exactement. En fait, nous étions habitués à avoir des institutions qui corrigent nos divisions et qui bâtissent des majorités artificielles à partir de minorités. C'est ce qui s'est passé il y a 5 ans, notamment. Au fond, cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Et d'une certaine manière, le peuple a imposé une forme de proportionnel à l'Assemblée. Et ce faisant, il a fait déménager le cœur du pouvoir, puisque désormais, le cœur du pouvoir sera à l'Assemblée. C'est là qu'il faudra négocier, éventuellement,
les projets au coup par coup, si telle est la stratégie qui est choisie par le gouvernement. Alors justement, venons-en à ces projets. Nicolas Bavrez, sur le plan économique, on vous lit, nos auditeurs, depuis un certain temps évidemment. Vous dites que notre pays, compte tenu de sa situation, ne peut pas échapper à une révision complète, voire radicale de sa politique économique. Mais compte tenu de ce qui vient d'être dit et de ce paysage, on n'en prend pas le chemin. Mais si vous voulez, c'est là où on vit un moment vraiment historique et où chacun, on a parlé du président de la République, mais tout le monde va devoir s'interroger et ça va être un vrai moment où toutes les forces politiques, mais aussi peut-être les citoyens, vont être confrontés au principe de responsabilité. Notre pays aujourd'hui est dans une situation, on le voit, le monde a complètement changé. Donc on a à la fois un retour de l'épidémie de Covid, la stagflation qui s'installe, les taux d'intérêt qui remontent sur un pays qui a une dette de 112% de son PIB, et par ailleurs le retour de la guerre de haute intensité en Europe, avec une crise énergétique à la clé. Donc c'est vrai que si la France s'installe dans un système ingouvernable et qu'on est effectivement dans une forme de retour à la 4e République, puisque la dernière fois qu'on a connu cette espèce de tension extrême entre un délitement intérieur et des risques sérieux sur la cohésion nationale et l'effondrement du système politique, c'était à la fin de la 4e République. Donc si on s'installe là-dedans, c'est vrai que la glissade va aller très vite. C'est-à-dire, c'est quoi la glissade, Nicolas Bavrez? Vous l'étudiez depuis longtemps. Quelle pourrait être cette glissade? Nous sommes regardés aujourd'hui par le reste évidemment des pays, notamment européens. Nous sommes sous l'œil des marchés financiers. Vous l'avez rappelé, les taux d'intérêt de la dette augmentent. C'est un climat aussi qui est inflammable, sans vouloir tout noircir. C'est quoi la glissade? La glissade, c'est évidemment donc la paralysie, notamment face aux problèmes économiques. Donc absence, comme vous l'avez dit, de réformes, montée des tensions financières, montée des tensions et de la violence politique et sociale à l'intérieur. Et ça va très très mal se terminer. Donc je pense qu'on peut y échapper et que, si vous voulez, c'est vrai qu'on a une assemblée qui est un peu sans précédent, mais c'est là où le président de la République doit agir, mais aussi les autres doivent réfléchir, c'est qu'on ne peut pas laisser la France dans cette situation être ingouvernable. Donc il faut essayer aussi de repartir, j'allais dire, d'abord de ce qui existe. Il y a une majorité relative et toute petite, mais qui est quand même un socle, et ensuite le principe de responsabilité, il va aussi s'appliquer aux autres forces politiques, c'est-à-dire savoir effectivement, est-ce que certains vont faire un pas pour essayer de trouver une manière de permettre à la France de faire face, en tout cas, à ces grandes échéances, et ceux qui voudront et qui choisiront d'être dans l'opposition, ce qui est parfaitement légitime, savoir quel mode d'opposition ils vont choisir. Oui, mais tout cela suppose, Chloé Morin, qu'Emmanuel Macron ait un mandat clair pour les prochaines années, qu'il y ait une feuille programmatique extrêmement claire. Est-ce qu'elle a été dévoilée, défendue devant les Français, cette feuille-là? Non, et puis désormais, on peut imaginer que la logique, en fait, on va... ce à quoi cette élection appelle, c'est quasiment un changement de culture politique. C'est-à-dire qu'en réalité, il va falloir trouver un moyen, au sein de la classe politique dans son ensemble, de renouer un dialogue qui n'avait plus lieu. Ça fait des années que l'on gouverne avec une majorité confortable, et où donc, à chaque projet de loi, que ce soit la réforme des retraites, que ce soit tel ou tel autre sujet, on n'a pas besoin de dialoguer. On n'a pas besoin de dialoguer avec les Français, on n'a pas besoin de dialoguer avec les oppositions notamment. Là, ça va être complètement différent, puisqu'il va falloir trouver des compromis. Et c'est sans doute ce point-là qui est à la fois un défi, puisque nous n'avons plus l'habitude de le faire, et même, j'allais dire, le paysage politico-médiatique n'y incite plus. Et en même temps, c'est profondément notre problème depuis des années, de ne pas aborder les sujets. Et quand on les aborde, de les aborder très mal. J'en prends un seul, la réforme de l'État. Ça fait des années qu'on nous dit la réforme de l'État, c'est une question de dizaines de milliers de fonctionnaires, de plus ou de moins. Ça n'est pas du tout le sujet. Et or, nous savons bien que au XXIe siècle, on ne peut pas agir avec un État qui ressemble à l'État du XXe siècle. Donc, des sujets comme ça, il y en a des tas. Et ce que l'on
peut espérer, c'est que les politiques relèvent ce défi-là, que d'instaurer un dialogue qui soit d'une autre qualité. D'une nouvelle culture politique, donc j'allais dire remettre à zéro un logiciel avec les mêmes politiques. Rappelons que vous avez été l'auteur de ce livre très remarqué, Nous avons les politiques qu'on mérite, ce sont les mêmes. Une partie sont renouvelées, et il est vrai que pour certains, il vaut mieux avoir de l'expérience. Je pense que l'expérience en politique n'est pas toujours un handicap, donc on peut espérer. Néanmoins, c'est quand même un saut dans le vide. Et je ne sais pas si les politiques seront à la hauteur. C'est important ce que vous dites, un saut dans le vide. Il faut aussi ce matin le dire pour notre pays, Nicolas Bavrez. Par exemple, je prends l'exemple très marquant, symbolique, le projet de budget. Un budget dans notre pays reflète les grands choix économiques. Imaginons les débats sur le budget de la France. Comment ces blocs vont-ils et peuvent-ils s'entendre sur un chemin à prendre ? C'est vrai que de toute façon, compte tenu des bouleversements qui se sont passés depuis la fin de l'année dernière, le budget de la France pour 2022, il est de toute manière déjà extrêmement décalé par rapport à la réalité, et notamment par rapport à la réalité de l'augmentation des taux d'intérêt. Donc le budget, c'est vrai que ça va être un très bon exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le paysage politique qui a émergé de cette élection hier, est-ce que les forces politiques en France seront capables de discuter pour essayer de trouver un compromis raisonnable qui permette à la fois de traiter un certain nombre de nos problèmes majeurs en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de défense et de sécurité, et puis d'avoir un système qui tienne financièrement. Oui, mais vous dites compromis raisonnable. Ce qui est raisonnable pour les uns ne l'est pas pour les autres. C'est ça la grande question. Les choix économiques à venir et actuels de la France ne sont pas perçus de la même manière. Mais je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que l'idée, ça n'est pas d'avoir une espèce enfin, ça serait d'ailleurs complètement chimérique avec ce qui s'est passé hier. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir une union nationale et avec tout le monde qui finit par... L'idée, c'est à partir de cette situation sans précédent, d'arriver à trouver une majorité aussi, qui accepte de s'engager pour que le pays ne soit pas complètement à l'arrêt. Et le risque sinon, sur le budget, on le voit bien, c'est-à-dire que en réalité, avec la non-campagne, la seule chose qui a survécu, c'est le quoi qu'il en coûte qu'on a appliqué maintenant, qu'on a badigeonné avec la guerre en Ukraine. Et si effectivement, et ça c'est une forme de pourrissement, si le seul consensus, c'est de dire que on va acheter du temps en continuant le quoi qu'il en coûte, eh bien, on viendra buter tôt ou tard sur le mur de la remontée des taux d'intérêt. Mais je crois que aujourd'hui, avec donc cette situation tout à fait inédite, si on veut y échapper, j'y insiste, ça suppose que tout le monde réagisse vite et bien. Il va de soi que la principale initiative, c'est le président de la République. On l'a dit, aujourd'hui, il faut qu'il change tout. Y compris jusqu'à une dissolution à venir. Enfin... La dissolution, j'allais dire, c'est vrai que tout le monde peut avoir un doute sur le fait de savoir si cet attelage bizarre peut tenir 5 ans. Mais je rappelle que la dissolution n'a de sens que si elle permet de clarifier la situation. Si on se met du côté du président de la République, c'est plutôt à son avantage. Aujourd'hui, à court terme, s'il y a une dissolution, la majorité reviendra encore plus affaiblie. Donc le problème, aujourd'hui, je le répète, c'est pas la dissolution. Le problème, c'est à partir de cette situation politique, comment est-ce qu'on fait que la France est gouvernée, qu'elle n'est pas paralysée et qu'elle peut toujours avoir une voix à peu près crédible au plan international. Et ça suppose pour Emmanuel Macron, ce qui a été dit, en fait, il n'a pas de projet. Donc maintenant, il faut dire vraiment ce qu'il veut faire, il faut qu'il ait une stratégie et il faut qu'il modifie fondamentalement la méthode de gouvernement et à l'Élysée et dans la manière, et qu'il remette... Ce pays a besoin désespérément de politique. C'est quand même le grand message d'hier. Peut-être une réforme des retraites mort-née depuis hier. On va conclure avec cette question parce que dans quelques temps, ou peut-être est-ce déjà le cas, Chloé Morin, la succession d'Emmanuel Macron est dans certaines têtes, lui qui est entré dans l'histoire quand même. Comment faire en sorte pour ne pas en sortir quelque part et rester le spectateur impuissant de son quinquennat ?
Ah, mais de toute façon, on savait depuis le début que dès ces élections législatives, sa succession serait ouverte, y compris à l'intérieur de son camp, et qu'à ce moment-là, les clivages, et notamment le clivage gauche-droite, allaient revenir. Et c'est bien ça le problème, en quelque sorte. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à nouer un pacte d'intérêts communs basé sur des compromis de fond avec un certain nombre de personnes qui pourraient prétendre à sa succession un jour, ces personnes-là vont lui barrer la route et le paralyser. Et à ce moment-là, arrivera la situation que vous décrivez, qui est une situation à la fois de paralysie et, pour lui, d'absence d'héritage politique. Merci en tous les cas pour l'éclairage et l'analyse pour ces défis politiques et économiques extrêmement liés. Nicolas Bavrez et Chloé Morin, c'est un plaisir de vous écouter ce matin. À bientôt et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci.